Bonjour tout le monde. Je suis très contente de venir vous parler du programme Mon enfant et moi que j'ai développé avec Clémence Pentecôte et Lise Laporte qui était qui est maintenant retraitée, mais qui était chercheur aussi à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, on va d'abord faire un petit survol de ce que ça veut dire la parentalité quand on a un trouble de personnalité limite. Ensuite, je vais vous présenter le programme Mon enfant et moi, qui consiste en deux volets. Il y a un volet pour le parent, mais il y a un volet aussi pour l'intervenant. Puis ensuite, je vais vous présenter quelques résultats de recherche. On a implanté ce programme-là dans 12 milieux en protection de la jeunesse, en désintox en CLSC première ligne et on avait un milieu là, hospitalier en Ontario. Alors, je vais vous présenter quelques résultats de l'évaluation du programme. Alors, quelques mots sur la parentalité. Alors, pour ceux qui sont parents dans l'auditoire, vous savez que devenir parent, ça veut dire un ajustement majeur. Ça veut dire recentrer ses objectifs de vie, ça veut dire modifier ses habitudes de vie, notamment le sommeil, parfois les soins personnels. Des fois, le parent, surtout la mère au début, aura pas beaucoup de temps pour prendre soin d'elle, les repas, les loisirs. Donc, ça change beaucoup de choses dans une vie. Ça veut dire aussi tout à coup adapter sa routine quotidienne à celle de l'enfant. Ça veut dire aussi être parent, être capable de différer la gratification de ses besoins. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas encore de mode d'emploi pour être un bon parent. Alors, on peut tout de suite voir comment, compte tenu des difficultés des gens qui ont un trouble de personnalité limite, comment faire ces ajustements majeurs-là peuvent être un défi. Alors, ce qu'on sait sur les parents qui ont un TPL, on sait qu'ils sont moins capables de reconnaître les émotions de leurs enfants. Ils sont moins sensibles aux besoins de leurs enfants, sont plus hostiles et sont souvent moins susceptibles de soutenir le développement de l'autonomie, notamment quand l'enfant commence à se différencier du parent. C'est parfois assez difficile pour les parents qui ont un trouble de personnalité limite. Alors, où on trouve aussi les difficultés, c'est les difficultés à procurer un environnement stable et sécuritaire parce que ces parents-là vont exposer leurs enfants à plus de diversité, c'est-à-dire plus de conjoints, l'abus de substances, violence conjugale, pauvreté. Ils vont aussi avoir beaucoup de difficultés à maintenir une constance dans les routines. Or, on sait à quel point c'est important pour les enfants. Maintenir un encadrement aussi, puis des soins constants, étant donné la vie chaotique, l'instabilité des émotions, des comportements, l'instabilité résidentielle aussi qu'on retrouve chez ces parents-là. Et ils vont avoir de la difficulté à s'adapter aux stades développementaux de l'enfant, c'est-à-dire parfois de la difficulté à prendre en compte la perspective et les besoins de l'enfant. Alors, mais sur une note positive, ce sont des parents qui aiment leurs enfants, qui veulent le bien de leurs enfants. Et comme tous les parents, ils souhaitent faire mieux que leurs propres parents. Et l'amour pour leurs enfants, c'est en fait une puissante motivation pour obtenir de l'aide. Alors, ça devrait être... on devrait s'appuyer sur cette motivation-là pour aider ces parents. Alors, je vous présente maintenant le programme Mon enfant et moi. Comme je vous l'ai dit, il y a un volet parent, il y a un volet pour le clinicien. Alors, comment se déroulent les groupes Mon enfant et moi? Alors, il y a un pré-groupe où le parent et l'intervenant qui réfère le parent vont être rencontrés par les animateurs et où on va discuter de l'engagement du parent, de l'engagement de l'intervenant, mais aussi des objectifs du parent puis de l'intervenant. Ensuite, il y a 8 rencontres de groupe pour le parent. Et puis, pour l'intervenant, le programme consiste en une formation de 3 fois
3 blocs de 3 heures, en fait, une formation en présentiel, 8 trucs et astuces et 8 capsules vidéo qui accompagnent les trucs et astuces qui correspondent à chacune des rencontres que le parent a, qui vont expliquer, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. Puis finalement, il y a un post-groupe où le parent va être convoqué avec l'intervenant encore une fois, où le parent va expliquer à son intervenant quelles sont les stratégies qu'il a apprises qui l'ont le plus aidé, puis comment ils peuvent continuer ensemble à travailler après le programme en utilisant ce que le parent a appris et ce que l'intervenant a appris aussi. Alors, le volet parent, alors les objectifs, hein, c'est de diminuer les pratiques parentales qui sont problématiques chez ces parents-là, puis de répondre aux besoins et aux enjeux cliniques spécifiques de ces parents-là, parce qu'on sait que c'est des parents qui ont des difficultés à s'engager dans un suivi, qui ont des difficultés au niveau de la relation, donc ça va d'emblée poser beaucoup de difficultés avec l'intervenant, puis à cause de l'intensité des émotions. Juste peut-être une petite aparté pour dire que pourquoi on a développé un programme spécifique pour les parents qui ont un trouble de personnalité limite, c'est que ces parents-là, comme la plupart des parents qui sont en difficulté, savent bien qu'il faut répondre aux besoins de leurs enfants, qu'il faut maintenir des routines, qu'il faut maintenir une constante dans l'encadrement. Ce qui est difficile, particulièrement pour ces parents-là, même s'ils le savent, c'est à cause de leurs difficultés émotionnelles, de leur impulsivité, de le faire quand ils sont activés émotionnellement, c'est-à-dire de rester constant, de rester encadrant quand ils ont beaucoup d'émotions. Alors, le programme Mon enfant et moi est inspiré de la thérapie comportementale dialectique. Il a été manualisé en anglais et en français. Il consiste en un groupe d'entraînement en compétences qui va regrouper de 6 à 10 parents, qui dure 10 semaines avec les 2 rencontres pré-groupe et post-groupe. On utilise une méthode expérientielle, c'est-à-dire que le parent, il ne va pas seulement apprendre des choses intellectuellement, mais on va le faire pratiquer. Les parents, on leur demande à chaque semaine de faire un devoir et ils reçoivent des cartes que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Alors, les modalités, on accepte des mères et des pères qui ont un TPL diagnostiqué ou des traits de TPL, qui ont des enfants, qui sont parents d'enfants âgés de 3 à 13 ans, qui ont des contacts réguliers avec les parents. Puis si les enfants sont placés, il faut qu'il y ait un projet de retour à la maison quand ils sont en protection de la jeunesse. Évidemment, un des critères, c'est une participation volontaire. Les critères d'exclusion, c'est une personnalité antisociale en comorbidité, psychose, violence, déficience intellectuelle, absence de motivation ou une motivation extrinsèque. Et on ne prend pas 2 membres d'un même couple dans un groupe. Alors, le déroulement typique, il y a bienvenue les nouvelles. Vous voyez ici là, les cartes qui sont distribuées aux parents. On va commencer la séance avec un exercice de pleine conscience, ensuite un retour sur les devoirs. Les animateurs vont expliquer le nouveau matériel. On va distribuer les cartes qui correspondent au nouveau matériel. Les animateurs vont faire des exercices pratiques aux parents. On va leur expliquer le prochain devoir et puis on leur demande toujours de répondre à une question qui est les moments forts et les moments faibles de la rencontre qui peuvent concerner tous les aspects de la rencontre. C'est rempli anonymement. Alors, mais ça donne quand même des indications aux animateurs sur s'il y a certains parents qui rencontrent certaines difficultés. Alors, les thèmes des ateliers, le premier, c'est un atelier d'introduction, faire connaissance entre nous et avec le programme.
Le deuxième est axé sur la pleine conscience, porter attention à soi et à son enfant d'une nouvelle façon. Ceux qui connaissent la TCD vont reconnaître les thématiques. Le troisième atelier, faire ce qu'il faut pour ne pas empirer les choses. Donc, c'est des stratégies associées à la tolérance à la détresse. Identifier et comprendre les émotions associées au rôle de parent. Faire face aux émotions douloureuses pour se sentir moins vulnérable. L'atelier 6, apaiser son enfant en reconnaissant ses émotions. C'est un atelier sur la validation. Savoir refuser en préservant une bonne relation à l'atelier 7. Puis l'atelier 8, c'est un atelier d'intégration où on demande aux parents, là, je vais vous l'expliquer, d'utiliser leurs nouvelles habiletés au quotidien. Alors, l'atelier 1, ça va être faire connaissance entre nous et avec le programme. Alors, on va leur expliquer les éléments de ce que c'est la vulnérabilité émotionnelle qui est propre à la TCD, à la thérapie comportementale dialectique. Alors, ça a aussi beaucoup comme effet que les parents là, vont se retrouver avec d'autres parents qui leur ressemblent. Alors, souvent, l'objectif, c'est d'engager le parent dans cet atelier-là. Et un des ingrédients à l'engagement, c'est le sentiment d'être compris, puis le sentiment de ne pas être seul. Alors, on va leur expliquer aussi le cadre, le déroulement, les règles, on va leur présenter chacun des ateliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on leur explique le modèle biosocial de la thérapie comportementale dialectique, puis les 5 options face à un problème qu'on va utiliser souvent, puis qu'on va encourager les intervenants à utiliser aussi pour soutenir le parent. Alors, l'atelier 2, ça porte sur la pleine conscience. Donc, on veut augmenter la pleine conscience des émotions, des pensées, des comportements dans le contexte particulier des interactions avec l'enfant. On va leur apprendre à réagir aux situations telles qu'elles sont et non pas telles qu'ils pensent qu'elles sont et telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Et puis, on leur explique comment la pleine conscience est un antidote à l'impulsivité. L'atelier 3, on va d'abord, il y a toujours une stratégie, je dirais, de vente au début de chaque atelier. Alors, on va leur expliquer les avantages de tolérer ces émotions désagréables qui surviennent dans le cadre des interactions avec l'enfant. On va leur expliquer un principe très important, se calmer avant de tenter de résoudre le problème. Donc, quand on est activé émotionnellement, ce qu'on leur enseigne, c'est la première chose à faire avant d'essayer de résoudre le problème, c'est de diminuer l'intensité des émotions. Ensuite, on va leur enseigner des stratégies pour passer à travers des moments difficiles sans les empirer et se centrer sur son but ultime, avoir une bonne relation avec l'enfant. Donc, une des stratégies qu'on leur enseigne, par exemple, c'est le stop. Alors, une maman qui dit « Je sautais toujours l'étape de l'observation, je ne portais même pas attention, la plus importante habileté pour moi. » L'atelier 4, identifier et comprendre les émotions associées au rôle de parent. Donc, on va normaliser les émotions liées au rôle parental, reconnaître les vulnérabilités de l'enfant, puis observer leur urgence d'agir, c'est-à-dire l'urgence qu'ils ont d'intervenir sur le coup de l'émotion auprès de leurs enfants. Ce qu'on voit dans la partie de droite, c'est les cartes qui sont distribuées aux parents. Alors, je pense qu'il y avait un petit mismatch dans l'ordre de mes diapos. Ça revient à l'atelier 3, la maman qui dit « Je ne savais pas qu'il fallait que j'apprenne à respirer ». L'atelier 5, faire face aux émotions douloureuses pour se sentir moins vulnérable. Alors, on va leur enseigner des stratégies très concrètes pour réguler leurs émotions. Ça consiste en une stratégie qui s'appelle l'action posée, agir avec prévoyance, acceptation radicale de la situation telle qu'elle est, augmenter le ratio des moments agréables. Ensuite, on va voir un atelier sur apaiser son enfant en reconnaissant ses émotions. Donc, c'est un atelier sur la validation.
Donc, on va leur expliquer les avantages de la validation et puis on va lui enseigner les effets de la validation en lui montrant, puis il va pratiquer à travers des exercices à comment valider. Puis la première chose qu'on leur montre, c'est chercher l'intention noble de l'enfant. Quand il y a un comportement qui active le parent, ce qu'on lui enseigne, c'est la première chose à faire, c'est de chercher qu'est-ce que l'enfant essayait de faire pour résoudre son problème ou se sentir mieux. Alors, apaiser son enfant en reconnaissant ses émotions. Pour cet atelier-là, il y a une maman qui nous dit « Je n'y croyais pas, mais ça marche, c'est comme de la magie, la validation ». L'atelier 7, savoir refuser en préservant une bonne relation. Alors, on leur explique les types de noms, les noms éducatifs, c'est-à-dire les noms où on explique à l'enfant pourquoi on lui dit non. Les noms de pouvoir, c'est-à-dire le nom où le parent dit non simplement pour exercer son pouvoir et montrer c'est qui le patron dans la maison. Puis les noms déterminés par l'humeur, c'est un type de nom peut-être plus spécifique à la clientèle qui ont un trouble de personnalité, des parents qui ont un trouble de personnalité, qui vont dire non parce que ils sont dans un état où c'est les émotions qui décident, puis leur nom est déterminé par l'émotion. Alors, l'atelier 8, c'était comme je vous ai dit, il consiste à faire un atelier d'intégration. Donc, on va demander aux parents, avec toutes les cartes qu'il a reçues à chaque semaine, de jouer avec les cartes. Donc, il y a un parent, par exemple, qui suggère une situation récente qui est arrivée avec son enfant. Puis, chaque parent, dans cette situation-là, va déterminer quelle stratégie, donc, parce que chaque carte illustre une stratégie. Donc, puis là, les parents vont constater qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent marcher, qui sont dépendantes aussi de la situation, dépendant de la facilité que chaque parent a à les utiliser. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on remet un certificat de participation aux parents. Puis comme vous voyez, là, par exemple, dans le certificat qui est illustré, on va souligner, les animateurs vont déterminer une compétence particulière où le parent s'est particulièrement illustré, puis ça peut être même 2 compétences, là, comme c'est le cas sur le certificat. Je vous dirais que souvent, il y a souvent des parents qui nous disent « c'est la première fois de ma vie que je reçois un certificat de participation ou que ma participation est validée par un certificat. » Alors, c'est extrêmement validant pour les parents. Alors, une maman nous avait dit « Tous les parents devraient recevoir ces cartes et ce groupe à la naissance de leur premier bébé. » Alors, je vais vous parler maintenant du volet clinicien. Alors, les défis des cliniciens, c'est qu'on sait que la clientèle qui a un trouble de personnalité limite, c'est la clientèle qui est la plus stigmatisée par les professionnels de la santé. Et souvent, les difficultés de fonctionnement sont perçues comme délibérées ou sous le contrôle du parent. Puis, la double stigmatisation, elle s'inscrit aussi parce que il y a aussi le stigma du mauvais parent, c'est-à-dire souvent, pour les intervenants, un parent difficile, c'est un parent qui a un TPL. Puis la littérature nous montre que 82% des termes utilisés par les intervenants pour décrire les parents réfèrent à leur faiblesse. L'autre défi qu'on trouvait que vivent les cliniciens, c'est que beaucoup d'études montrent que les cliniciens rapportent pas avoir de préparation adéquate pour intervenir auprès de cette clientèle. Donc, les objectifs du volet pour les intervenants, c'est d'augmenter leur motivation à intervenir, c'est-à-dire développer des savoir-être, augmenter les habiletés à intervenir, intégrer des savoir-faire en s'appuyant sur les meilleures pratiques, assurer une cohérence aussi des interventions avec les stratégies apprises par le parent,
Et puis, favoriser une synergie des effets avec le volet du parent. Puis, je dois vous dire, dans les rencontres pré-groupe, quand on informe le parent que l'intervenant va lui aussi venir apprendre des choses pour l'aider, c'est extrêmement validant pour le parent et ça favorise beaucoup sa posture de collaboration. Alors, les modalités qu'on a développées pour la formation des intervenants, c'est une formation expérientielle en groupe, donc un peu comme les ateliers du parent, il y a des notions théoriques qui sont expliquées, mais après ça, on les pratique pour les appliquer dans un contexte d'intervention auprès du parent. Il y a 8 fiches trucs et astuces, une fiche pour chaque semaine du programme du parent, puis 8 capsules vidéo qui totalisent au total là, 45 minutes de visionnement. Puis de la même façon, il y a une capsule pour chaque semaine du programme du parent. Alors, la formation expérientielle, l'objectif essentiel, c'est d'augmenter la motivation à intervenir. Donc, le premier volet, c'est on travaille sur les perceptions de l'intervenant envers le parent qui a un TPL. Ensuite, on va lui apprendre à être en pleine conscience de ses émotions et de ses comportements en contexte d'intervention difficile. Ceux qui interviennent auprès de cette clientèle, puis j'imagine que vous êtes nombreux aujourd'hui si vous avez décidé d'assister à la présentation. Vous savez que ces parents-là peuvent générer des émotions importantes et douloureuses parfois chez l'intervenant. Donc, on va lui apprendre à réguler ses émotions en contexte d'intervention difficile, puis à adopter une pratique réflexive. Alors, vous le savez, l'objectif ultime, c'est de rester en relation, hein, c'est de ne pas couper les ponts, pas couper la relation pendant l'entrevue, adopter une posture de collaboration, valider l'intention noble du parent. Donc, on va enseigner comme aux parents qu'est-ce que c'est l'intention noble, chercher l'intention noble. On va leur montrer aussi comment engager les parents, puis comment surtout traiter les comportements qui interfèrent avec l'intervention, ceux du parent, mais ceux de l'intervenant aussi, qui vont être abordés. Alors, les fiches trucs et astuces, ça ressemble à peu près à ça. Ça tient sur une page recto-verso. Alors, le premier volet, c'est on va faire un rappel de ce qui a été vu cette semaine par le parent. Ensuite, il va avoir quelques idées sur comment utiliser les notions que le parent a vues dans leur intervention avec le parent. Et puis, l'intervenant aussi, il y a sur la fiche de trucs et astuces les cartes qui ont été remises aux parents cette semaine. Donc, pour l'atelier 3, là, vous voyez qu'il y a 7 cartes différentes. Ensuite, l'intervenant a accès à des capsules vidéo. On va, si vous voulez bien, en regarder une. Anne, ben, j'ai pas pu faire qu'est-ce qu'on a décidé, de passer du temps avec Mathieu en fin de semaine. J'étais tellement fatiguée. Il y avait un rendez-vous avec le psychologue pour Mathieu, il y avait un rendez-vous avec le professeur à l'école. C'était trop. J'étais tellement fatiguée. En plus, le bébé du voisin, il a pleuré presque chaque soir cette semaine. J'étais bien trop fatiguée pour faire... j'avais besoin de relaxer. Ouais. Ça n'a pas l'air d'avoir été une semaine facile. J'espère vraiment que ça rentre dans l'ordre bientôt. Mais Mathieu était correct. J'ai dormi presque samedi au complet. Mais il était correct, il a joué aux jeux vidéo du matin au souper. Vers 2 heures, je me suis réveillée. J'ai pris un petit joint.
Puis j'étais allée encore me coucher. J'étais trop fatiguée, tu comprends? C'était beaucoup. Puis après ça, je me suis levée vers 5 heures. Oh non, pas encore. Pourquoi elle a fait ça? J'ai vraiment l'impression que des fois, là, elle s'en fout des besoins de Mathieu. C'est comme si elle se concentre plus sur elle-même. Dans le fond, ça me désole vraiment d'entendre ça. Je suis déçue après tout le travail qu'on fait ensemble. Je suis un peu découragée. C'est vrai que ces semaines sont dures. Mais elle travaille même pas. Ouh, ça ressemble à un gros jugement, ça. Là, je veux vraiment aller être attentive à mon état puis éviter d'intervenir avec mes émotions. Julie, racontez-moi votre fin de semaine un petit peu. Ben, la fin de semaine, j'ai passé beaucoup de temps au lit. Ben, je voyais Mathieu quand il avait faim, il venait me voir. Mais tu sais, il était capable de s'organiser, là, inquiète-toi pas. Il a mangé presque une boîte de biscuits au complet. Ouais, c'est compréhensible là, qu'elle est fatiguée et stressée. Elle a eu une grosse semaine. C'est quelque chose de demandant pour elle, les rendez-vous. Elle avait besoin là, de refaire ses forces pour s'occuper de Mathieu. Fatiguée, stressée comme elle était, elle aurait pu perdre patience, puis c'est pas arrivé. Quand même, ça, c'est un gros bravo. Elle a fait de son mieux avec les ressources puis les stratégies qu'elle avait actuellement. Oui, Julie, cette semaine-là était stressante et fatigante. Puis, vous savez, des fois, c'est important de prendre soin de nous avant pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Ouais, ben, c'est ça, j'ai besoin du temps pour moi, hein? C'est important. Pour tout le monde, c'est important. Ce que je comprends, c'est que fumer un joint, ça vous aide à vous détendre. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de l'encourager à utiliser du pot? Ben non. Remarquez que ce que j'essaie de lui dire, ce que je lui ai dit, c'est un fait. Fumer un joint, c'est une façon pour elle de se détendre. Reculez le vidéo si vous ne me croyez pas. Ouais, le pot, ça me relaxe totalement. J'en suis certaine. Maintenant, je vais vraiment aider Julie à évaluer si son moyen l'aide à atteindre ses buts. Julie, vous m'avez dit l'autre jour que c'est vraiment important pour vous d'être présente pour Mathieu. Oui, c'est vrai, c'est la chose la plus importante. OK. Puis de fumer du pot, est-ce que ça vous permet de passer du temps avec Mathieu? Ben, ouais, parce que je suis à la maison. Là, c'est vraiment important que je sois pas sarcastique avec la question que j'ai envie de poser. Il faut que je la pose sans jugement, en étant authentique et curieuse. Si je peux pas faire ça, il vaut mieux que je pose pas ma question. Donc, Julie, le fait que vous fumiez du pot, il n'y a aucune différence quand vous passez du temps avec Mathieu. Ben, je fume dans ma chambre. Fait que c'est sûr que notre contact, c'est plus limité. Si je comprends bien, quand vous fumez, vous restez dans votre chambre. Puis ça, est-ce que ça vous permet d'atteindre votre objectif de passer du temps avec Mathieu? C'est sûr que je suis moins présente avec Mathieu. Mais tu sais, fumer, ça me relaxe. Puis c'est mieux que je sois calme avec lui que stressée. Julie, je suis vraiment contente que vous réalisiez ça. C'est vrai que c'est super important d'être calme. Il faut trouver un moyen qui, à la fois, vous permet d'être calme et que vous puissiez être en relation avec Mathieu. Est-ce que vous avez des idées? Possiblement, faut que j'y réfléchisse. Écouter la télé, écouter de la musique, faire mes ongles. Excellent. Faites-les cette semaine, puis on en parle la semaine prochaine. OK. Alors, ça fait le tour pour le programme pour les intervenants. Alors, ce qu'on a appris à travers nos expériences, c'est faire des compromis. Notamment, là, je vais vous parler plus spécifiquement pour le volet des intervenants. On a eu beaucoup de difficultés de recrutement. Ça peut s'expliquer par la surcharge de travail des intervenants.
Initialement, la formation, on la souhaitait plus longue, mais un peu, c'est mieux que rien. Il fallait convaincre aussi des coûts-bénéfices de la formation, de convaincre les gestionnaires, mais les intervenants aussi. Puis intégrer, ce qu'on a appris aussi, c'est que c'était une bonne stratégie d'utiliser tous les intervenants qui sont impliqués dans la formation, c'est-à-dire parfois, il y a l'intervenant de l'application des mesures, mais il y a aussi un éducateur qui va à la maison, puis aussi les chefs de service pour soutenir l'implantation des pratiques. Donc, on avait fait faire une publicité. Donc, en 9 heures, on peut regarder une saison complète sur Netflix, se rendre en Gaspésie ou alors s'outiller pour aider les familles qui sont touchées par le TPL. Alors, je vais vous présenter quelques résultats pour le volet parents. On a eu 201 parents qui nous ont été référés au programme. Il y en a 12% qui ont refusé de participer à la recherche et puis 88%, c'est-à-dire qu'on a pu recruter pour la recherche. Parmi ceux qu'on a pu recruter pour la recherche, on a essayé le premier été, là, après la COVID, de faire un groupe, mais on a dû l'annuler. On avait 12 parents dans ce groupe-là. Il y a 35 parents parmi ceux qui ont été recrutés qui ont abandonné, c'est-à-dire, et puis il y en a 129 qui ont complété le programme. Puis parmi ces 129-là, on avait des mesures pré et post pour 118 parents. Donc, je vais vous présenter les résultats pour ces 118 parents-là. Alors, 92% des parents étaient des mères. Elles étaient âgées en moyenne de 37 ans. Elles avaient eu leur premier enfant à 27 ans, ce qui est par rapport à la population générale au Québec. Ça n'a pas l'air si jeune que ça pour avoir un premier enfant. On aurait pu penser que les parents qui ont un TPL ont leurs enfants plutôt jeunes, en fait, le premier enfant plutôt jeune. Mais même si c'est l'âge du premier enfant est à 27 ans, c'est quand même très significatif par rapport à la moyenne au Québec. De la même façon, elles ont en moyenne 2,2 enfants. On a tendance à penser qu'elles ont beaucoup d'enfants. On avait quand même une étendue de 1 à 8 enfants chez ces parents-là. 61% vivent seules. Ça veut dire qu'elles sont seules pour s'occuper de leurs enfants. 32% vivent avec un conjoint. 46% sont ni en emploi, ni en formation, ni aux études. Les 2/3 n'ont que des études secondaires comme diplôme terminal. 58% de notre échantillon, même si ce n'était pas des parents qui étaient dans des programmes de centre jeunesse, 58% avaient quand même eu au cours de leur vie affaire avec la protection de la jeunesse. 42% recevaient des services en santé mentale, puis 1/3 de notre échantillon avait eu un diagnostic avéré de troubles de personnalité limite. Alors, je vous présente les résultats. La première colonne, c'est les parents de tous les milieux. La deuxième colonne, c'est les parents en centre jeunesse. Puis la troisième colonne, c'est les parents d'autres milieux, c'est-à-dire soit première ligne, soit des ressources en abus, en désintoxication ou des parents qui étaient vus dans une clinique de psychiatrie dans un hôpital. Alors, ce qu'on voit, c'est que le programme semble plutôt efficace au niveau des échelles parentales, c'est-à-dire le laxiste. C'est-à-dire on a constaté une diminution du laisser-faire chez les parents. On voit aussi sur la surréactivité aux enfants, on voit des bons résultats. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont quand même meilleurs chez les parents en centre jeunesse que chez les parents
des autres milieux. Au niveau des compétences parentales, le sentiment d'efficacité est amélioré chez les parents des centres jeunesse seulement. Et puis, au niveau de la pleine conscience dans le contexte de l'exercice du rôle parental, ce qu'on voit une différence sur le non-jugement par rapport à ses comportements ou au comportement de l'enfant, c'est essentiellement amélioré plutôt chez les parents des autres milieux. Au niveau de la régulation des émotions, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu très peu de résultats significatifs en fait, aucun chez les parents en centre jeunesse. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt les parents de première ligne ou en tout cas des autres milieux qui ont bénéficié de ce volet-là du programme. Et puis, même si ce n'était pas un objectif du programme, on mesurait quand même l'intensité du TPL avant et après. Et puis, ce qu'on voit chez les parents en centre jeunesse, on a quand même une diminution significative de l'intensité du TPL. Ce qui est par contre, plutôt intéressant, c'est qu'on regardait l'engagement parental sur différentes dimensions. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est ce qui a le plus changé chez les parents en centre jeunesse. C'est-à-dire, on voit une augmentation de la réceptivité par rapport à l'aide offerte par les centres jeunesse. Plus d'espoir aussi dans la possibilité de s'améliorer comme famille. Puis le score global aussi est très, très significatif. Pour ce qui est du volet des intervenants, il y a 252 intervenants qui ont été recrutés. On avait 42 dans le groupe témoin, 210 dans le groupe expérimental. On a eu 28 données pré-poste parmi les 42 chez les témoins et puis 159 chez le groupe expérimental pour avoir un échantillon total de 187 intervenants. Alors, on n'est pas étonné, il y a 89% des intervenants qui étaient de sexe féminin. C'est assez représentatif de ce qu'on retrouve dans le réseau. L'âge moyen était de 38 ans, l'expérience moyenne de 10 ans. Il y avait 42% qui étaient des travailleurs sociaux, 36% des psychoéducateurs ou éducateurs. 89% avaient une formation universitaire, donc on avait 50% des intervenants qui étaient en CLSC, 35% en protection de la jeunesse, 7,5% dans des programmes DI, TED, troubles de comportement et 7% en dépendance. Alors, on a regardé comment les intervenants ont bénéficié du programme pour mieux réguler leurs émotions en contexte d'intervention difficile. Ce qu'on voit, c'est que on a seulement une différence significative chez les intervenants en protection de la jeunesse, mais c'est sur un marqueur ou une dimension assez importante de la régulation des émotions qui est sur le contrôle de l'impulsivité. C'est-à-dire que ça peut nous laisser croire que les intervenants vont peut-être avoir moins d'interventions qui sont déterminées par l'humeur après avoir fait le programme. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a pas eu en fait, on n'a pas de résultats significatifs dans aucun des milieux par rapport aux attitudes envers les personnes qui ont un TPL. Mais globalement, les parents, les intervenants ont amélioré leur aisance avec le parent. Mais ce qu'on voit qui est vraiment très intéressant, c'est qu'au niveau de l'alliance, il n'y a pas eu de changement, l'alliance avec le parent, même si en protection de la jeunesse, c'est ce qu'on voyait qu'il y a le plus changé chez le parent. Ce qu'on voit dans l'alliance avec l'intervenant, c'est dans les autres milieux qu'il y a eu le plus de différences significatives. Alors, je vous remercie.